Développer sa volonté individuelle dans le frugalisme. Enregistrement fait lors du mois de novembre de l'année 2025. En fait, le frugalisme, c'est donc un mouvement sur le web. Il y a plusieurs personnes qui vivent ça. C'est en lien avec la frugalité. Et depuis environ un an, je fais de l'expérimentation intensive là-dedans. Donc, pour aborder le sujet intelligemment, j'ai fait une petite recherche sur Google pour avoir dans un premier temps la définition de la frugalité, à savoir c'est quoi. Donc, il est écrit que la frugalité est la qualité de quelqu'un qui est économe ou modéré dans sa consommation de ressources, qu'il s'agisse d'argent, de nourriture ou d'énergie. Une personne frugale cherche à maximiser la valeur de son argent et de son temps en évaluant ses besoins et en faisant des choix judicieux, comme comparer les options, emprunter, louer au lieu d'acheter immédiatement. Donc la frugalité, il est marqué que dans le domaine de l'alimentation, c'est choisir des repas simples et modestes pour rester en bonne santé et faire des économies. Chose que je fais. En fait, je suis dans le frugalisme, qui se rapporte à la frugalité. Donc autrefois, on parlait d'un mode de vie économe où qu'on vise à économiser, entre autres, de l'argent. Et dans le contexte contemporain, le contexte présent, on parle beaucoup de frugalisme. Donc, je vais en donner la définition. C'est un mode de vie prônant une gestion consciente de ses finances pour vivre avec moins et atteindre l'indépendance financière, souvent dans le but de prendre une retraite anticipée. Il se caractérise par l'épargne et l'investissement de manière agressive, en réduisant les dépenses non essentielles. Donc, j'arrête ici la lecture de définition tiré de Google. Et je peux dire que depuis un an environ, je fais une expérimentation dans ma vie du frugalisme d'une manière intensive. Donc, en fait, là, on est au mois de novembre. Je vais à me rendre jusqu'au mois de décembre, en fait, début janvier, pour avoir fait vraiment un mode complet, dans le fond, un cycle complet d'une année, où mon souci principal, c'est comment réduire au maximum les dépenses et utiliser l'argent pour faire des investissements à la bourse. J'en ai fait plusieurs au fil des mois, des investissements dans le domaine de la crypto-monnaie, des fonds négociés en bourse, des fonds de type croissance, des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Et pourquoi que je fais ça, entre autres, c'est en relation sur le plan personnel, avec le développement de ma volonté individuelle. Pourquoi? Parce que au moment où je vous parle, je vis dans une société de consommation, voire surconsommation. Comme beaucoup de gens dans des pays occidentaux, comme les États-Unis, des pays européens aussi. On est à l'approche du temps des fêtes. C'est souvent une période de l'année où les gens vont acheter des cadeaux, vont consommer. Mais je suis dans une dynamique différente. Autrement dit, je fonctionne à contresens de la masse. Parce que le cycle de consommation dans lequel les gens s'enlisent, qui est souvent en relation avec une capacité de s'endetter, à mon avis, c'est un mode de vie qui est malsain, qui va amener beaucoup de personnes dans des situations de perdition. Puis, sinon, je vais en revenir à mon sujet. Là. Je ne veux pas faire une grosse critique sociale de la société. Essentiellement, l'expérience que je vis, c'est par moi-même et pour moi-même. Il y a des gens de l'extérieur qui vont me dire pourquoi que tu t'exposes, tu t'infliges autant de restrictions. Par rapport à certaines personnes de mon environnement, je pourrais paraître comme étant masochiste. Mais c'est à travers cette expérience-là que je vis depuis environ un an que ça forge ma volonté. Ma volonté est capable de dire non à la société de consommation, toutes les publicités qu'on me présente, que ce soit à la télévision, sur le web ou à travers les médias. Donc, à travers ça, il y a un geste d'affirmation individuelle. Dire non à ces différentes propositions. Puis aussi, dans ma conscience, puis ça, c'est pas nouveau. C'est juste que la tendance, disons, à s'est amplifiée dans les derniers mois. C'est que dans ma conscience, puis bon, pour les gens qui s'intéressent à l'astrologie, je vous dirais là, que je suis un Verseau de type saturnien.
pas l'uranien là, qui va être flyé, qui va être sauté, qui va être original, qui va être... quoique je peux être original aussi sur certains points, là. Où il y a assez entre la folie et le génie, puis il est moins raisonnable, là. Moi, je suis plutôt... c'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde, là. On s'entend que ça ne m'aidera pas à avoir des millions de codes d'écoute, là. Mais je suis plutôt... Puis ça, je suis de même depuis que je suis jeune. Je suis plutôt dans une forme d'austérité. Puis, avec le temps, ben, j'ai fait des recherches sur le web. Là, j'ai mis un mot là-dessus. Ça s'appelle le frugalisme. Mais c'est une étiquette que je peux m'attribuer, mais en lien avec mon comportement perçu. C'est pas un effet de mode quoique là, j'ai voulu intensifier le mouvement, là, remarquez, mais je le fais sur une base individuelle, dans le sens que j'ai fait plusieurs enregistrements, notamment sur ma chaîne YouTube en lien avec mon intérêt à différents niveaux. Investissement en crypto, investissement conventionnel, investissement dans les fonds négociés en bourse avec option d'achat aussi. Je m'intéresse à plusieurs types d'investissements. Pour avoir de l'argent pour investir naturellement, ben, il faut, entre autres, soit qu'on augmente ses revenus ou on épargne davantage. Puis, on peut optimiser. La semaine passée, j'ai fait une expérience où, chez moi, j'ai décidé tout simplement de manger des légumineuses. Puis, qu'est-ce qui coûte moins cher que la viande? Ben, c'est des œufs. Donc, par rapport à ça, ben, une personne de mon environnement disait « Ah, ben là, tu as un mode de vie végétarien. » Non, c'est un mode de vie frugaliste. C'est un mode de vie économe. En fait, depuis longtemps, j'ai toujours eu la conviction que notre société ne tourne pas rond et que, dans le fond, le mode de consommation de notre société est malsain. Bon, je suis beaucoup dans la critique sociale, mais ce qui est intéressant, c'est que j'écoute des gens présentement dans le domaine de la longévité ou des historiens qui parlent du passé de l'humanité. Si on pense à Yuval Noah Harari, puis les conclusions sur le plan de la biologie humaine retournent souvent à la même chose, c'est-à-dire que le mode de vie qui est plus adapté, qui est plus ajusté pour l'être humain, c'est pas un mode de vie de la surconsommation où l'être humain va consommer un paquet de choses tout le temps, là. Puis l'abondance, par exemple, du sucre à bon marché est catastrophique pour de nombreux êtres humains qui développent des problèmes de santé liés à ça, comme par exemple le diabète de type 2. Pourquoi? Ben, le corps humain n'est pas adapté à ça. À un moment donné, il y a des gens qui devront se réveiller. Je peux quand même prendre un instant pour vous préciser la distinction entre le diabète de type 1 et type 2. Aujourd'hui, avec Google, on a tout, hein? Il suffit d'inscrire l'information à l'écran. Donc, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où le pancréas ne produit presque plus d'insuline, rendant le corps complètement dépendant de cette hormone. Le diabète de type 2, beaucoup plus fréquent, est lié à une résistance des cellules à l'insuline et ou une production insuffisante d'insuline par le pancréas, souvent liée au mode de vie et apparaissant généralement plus tard dans la vie. Mais là, il y en a de plus en plus jeunes parce qu'ils ont un mauvais mode de vie. C'est souvent lié au surpoids, à la sédentarité, donc l'absence d'activité physique et d'autres facteurs de risque, le diabète de type 2. Donc, ce que j'ai appris en faisant des recherches combinées entre le frugalisme qui favorise l'investissement, l'autonomie financière, puis en même temps la biologie par rapport au corps humain, c'est que le mode de vie frugaliste où la personne évite de surconsommer, ça implique de surconsommer du sucre, est plus sain que au niveau de la santé, là, dans ma compréhension, que la personne qui surconsomme. Quelqu'un qui surconsomme du sucre peut développer entre autres un diabète de type 2. Ça, c'est un problème de santé. Et tandis que dans le frugalisme, la personne mange ce qu'elle a besoin de manger, point. Puis, mes études de la biologie humaine au fil du temps m'amènent toujours à la même conclusion, c'est-à-dire que notre corps biologique a été façonné sur plusieurs millénaires par rapport à son adaptation à l'environnement. Donc, les chasseurs-cueilleurs puis les autres êtres humains dans les siècles précédents n'avaient pas accès à une grande quantité de nourriture comme aujourd'hui. Ce qui faisait en sorte qu'ils étaient très dépendants au sucre parce que dans la nature, le sucre est rare.
Tandis qu'aujourd'hui, avec les fast-foods, les supermarchés, ben, il y a une abondance de produits sucrés qu'on a accès, mais c'est pas adapté à nous. Notre corps est programmé pour aimer le sucre. D'ailleurs, je fais des observations depuis la naissance de ma fille par rapport à ça. Donc, souvent, par rapport au repas principal, on est proposé de manger de la viande, que ce soit du poulet, du bœuf, ou même parfois des repas à caractère plus végétarien, des légumes, entre autres. Sauf que des fois, elle va arrêter de manger, puis la minute qu'on sort une tarte avec du sucre, ah ben là, elle en veut, ses yeux deviennent brillants. Donc, ou de la crème glacée. Hey. Pourquoi? Ben, on est programmé pour aimer le sucre. Ça, c'est sur le plan génétique. Sur le plan évolutif, pendant des millénaires, le fait d'être accro au sucre, d'aimer le sucre, était adapté parce que ça permettait d'accumuler des calories, puis les êtres humains passés étaient confrontés à des périodes où ils ne mangeaient pas, des périodes de disette, des périodes de pénurie. Donc, les chasseurs-cueilleurs, c'est pas vrai qu'à tous les jours, ils réussissaient à attraper des animaux ou à cueillir des fruits ou des légumes comestibles. Donc, c'était pas automatique. Puis, s'ils ne mangent pas, ben, il fallait que l'organisme soit adapté pour pallier au manque de calories. Puis, ma compréhension de la biologie humaine est tout le temps la même, c'est-à-dire que l'être humain est plus adapté pour une situation d'une juste alimentation ou une légère sous-alimentation. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui va être carencé. Pour, entre autres, favoriser sa santé puis éviter les problèmes de santé. Il y a une exposition à trop grande quantité de nourriture, notamment de la malbouffe et de la nourriture sucrée. Puis naturellement, le frugalisme va à l'encontre de la malbouffe. L'idée, c'est de minimiser les dépenses, optimiser. Donc, c'est l'esprit vraiment du frugalisme. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous en parle. Parce que je trouve ça intéressant. En fait, j'en viens à la conclusion que le mode de vie qui va être sain pour l'être humain, c'est un mode de vie qui est économe. Il y a plusieurs mois, ce que ça me disait intérieurement, si je vais voir au niveau de mon esprit, ma conscience, c'est que les gens gaspillent inutilement une quantité incroyable d'énergie à travers l'achat de nourriture qui est malsaine, qui ne les remplit pas. Puis beaucoup de restaurants, soit que la nourriture va être trop sucrée ou elle va être trop salée. Pourquoi? Ben parce que ça crée l'addition, la stimulation. Les gens n'ont pas le goût d'aller à un restaurant s'il n'y a pas, justement, ça soit goûteux, qu'il y ait du goût. Ça me faisait penser à un moment donné, il y avait une arena, un lieu où ce que des activités de hockey, puis il avait décidé de servir, par exemple, des légumes aux gens qui étaient là. Donc, par exemple, des morceaux de céleri lorsqu'on va voir un match de hockey, plutôt que de manger de la poutine, qui est le plat national des Québécois, là, composé de fromage, de sauce brune et de frites. Et puis, non, les gens n'ont pas embarqué, ils n'étaient pas intéressés. Pourquoi? Ben, notre corps est programmé pour aimer ce qui est sucré et ce qui est gras. Donc, on est programmé pour aimer les choses qui sont caloriques parce que pendant des millénaires, ça a été au niveau évolutif l'optimum adaptatif par rapport à un environnement hostile où la nourriture est rare. Mais dans un contexte où la nourriture est abondante, comme le nôtre dans les sociétés occidentales, c'est totalement désajusté. Mais sinon, je vais revenir à mon sujet principal. Dans ma vie, en cette année 2025, j'ai fait des mouvements radicaux pour, dans le fond, m'enrichir rapidement là, sur le plan financier, qui ont nécessité de faire preuve de frugalité. Mais il ne faut rien prendre pour acquis, c'est-à-dire que ben, la bourse, ben là je l'ai vu, au moment où je vous parle, une petite baisse dans le domaine des cryptos, là. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être qu'un jour, j'aurai une grosse correction boursière où je perdrai une bonne partie de la valorisation de mon portefeuille, que ce soit par rapport à des indices boursiers dans lesquels j'ai investi, comme le Nasdaq 100, ou des crypto-monnaies. Mais le point, c'est que l'expérience que je vis, puis c'est là-dessus que je vais mettre l'emphase, c'est par rapport à moi-même. Donc,
c'est un objectif entre moi et moi. C'est-à-dire que moi, je veux me prouver à moi-même que je suis capable d'aller dans un mode de vie frugaliste pour forger ma volonté. Si, par exemple, à la fin de l'année, malheureusement, mon compte est piraté puis je perds tout mon argent, etc., je vais trouver ça plate. Mais est-ce que je vais atteindre mon objectif, qui était d'optimiser mon mode de vie pour favoriser mon épargne? La réponse, c'est oui. Donc, à ce niveau-là, ça me donne une satisfaction intrinsèque pareille. Donc, le frugalisme, je vois ça un petit peu comme un prétexte pour actualiser une volonté individuelle. Mais à la base, ce que je dirais aux gens, c'est, par rapport à certains YouTubers dans le domaine de l'investissement, liés au mouvement FIRE là, américain, c'est-à-dire, dans le fond, l'autonomie financière, le taux, là. C'est quelque chose qui est là, qui est intéressant parce que ça fait un pied de nez aux gens qui sont enlisés dans la société de consommation puis les problèmes d'endettement qui s'y rapportent. Donc, c'est de l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire les gens, non pas qui s'endettent, mais qui investissent puis qui s'enrichissent. Alors qu'il y en a d'autres qui sont dans l'endettement, il y a des entreprises qui tirent profit de ça. Tout le temps avoir les deux côtés de la médaille. Tu as des gens qui prêtent, puis tu en as des gens qui s'endettent parce qu'ils se font prêter de l'argent. Une dynamique qui est là intéressante à comprendre, mais le point, c'est que l'expérience que je vis, je me répète, mais c'est quand même fondamental, c'est par rapport à moi-même. Je suis content. Est-ce que c'est souffrant? Je ne dirais pas nécessairement vraiment. C'est un mode de vie où je vis beaucoup dans le calme. Je vais, comment dire... présentement, ça fait... avant, je n'allais pas tant que ça remarquer au restaurant ou au cinéma. Là, il y a zéro restaurant que je vois par moi-même. Je vois zéro sortie cinéma. Mon mode de vie est très austère. Je comprends que j'aurais sans doute pas des millions de codes d'écoute parce que c'est vraiment un mode de vie qui n'est pas jet-set, comme certaines vedettes ou YouTubeurs sur Internet là, qui vont se présenter en voyage puis aller dans des restaurants de luxe avec la coupe de vin. Pas du tout. D'ailleurs, si je mets en lien le frugalisme qui vise l'économie, puis les connaissances en lien avec la biologie fondamentale par rapport à la nature humaine, il y a une très grande compatibilité. Si vous voulez vivre longtemps puis en santé, ça peut être intéressant d'étudier les deux. Bon, le frugalisme pour être capable d'épargner, pour avoir de l'argent, pour avoir une autonomie financière puis se donner une retraite décente, ce qui est encore plus intéressant si on vit longtemps. Puis, au niveau de la biologie puis le longévitivisme que j'étudie, puis il y a des gens qui font présentement des travaux pour permettre à l'être humain de devenir immortel, entre autres à travers des thérapies géniques. Il y a des gens de la Silicon Valley. Tu as, entre autres, une classe de jeunes hommes américains aux États-Unis. Eux autres, en travaillant pour des géants du web, là, que ce soit Google, Facebook, Apple, ces gens-là, ils ont acquis beaucoup d'argent. Tu as des multimillionnaires. Si je pense entre autres à Brian Johnson, qui va dépenser environ 2 millions de dollars par année pour avoir un mode de vie qui va viser sa longévité. Là, c'est sûr qu'on va voir s'il va parvenir à l'immortalité là, du corps biologique, là, mais en tout cas, il est motivé, il dépense beaucoup d'argent là, dans cette optique-là, mais c'est qu'il y a une classe de la population très riche, très fortunée aux États-Unis, qui une fois qu'ils ont parvenu à l'autonomie financière, c'est bien beau ça, mais comment en jouir, puis en jouir le plus longtemps possible. Fait que là, à ce moment-là, il y a des gens parmi eux qui vont faire des démarches pour vivre plus longtemps, optimiser leur organisme sur le plan biologique. Puis j'ai l'impression qu'éventuellement, c'est juste une question de temps, leur désir de s'immortaliser sur le plan physique va donner place à des thérapies géniques qui vont se développer, où on va modifier, par exemple, le génome humain. Puis j'écoute des vidéos en lien avec ça. Il y a des recherches très sérieuses. C'est pas de la science-fiction ou des fantaisies. D'ailleurs, je mettrai le lien web là, en bas de l'enregistrement par rapport à ça, par rapport à un documentaire là, qui a été produit récemment, où il est question que,
ce qui fait en sorte que, par exemple, les gens vont développer des cancers, c'est qu'au fil du temps, les télomères, qui sont comparables à des bouts de lacets par rapport à des souliers, vont avoir tendance à se dégrader. Puis si les télomères liés aux cellules se dégradent trop, bien, à un moment donné, le risque de cancer augmente, puis d'imperfections, entre autres dans la reproduction cellulaire ou autre. Donc, au niveau génétique, ce qui peut être intéressant, c'est de trouver des thérapies qui vont faire en sorte que les télomères ne se dégradent pas aussi rapidement, puis de ralentir les processus, ou même arrêter les processus de vieillissement. Parce que dans la nature, puis ça, je mettrai le lien web, là je suis en train d'écouter, c'est un Québécois qui a écrit un livre, mais il fait une conférence par rapport au livre qui résume, dans le fond, les différents constats qu'il a fait parce qu'il a étudié la biologie animale. Puis il y a des animaux qui vivent soit très longtemps ou qui sont immortels. Prenons par exemple une méduse. Une méduse peut être immortelle, une hydre aussi. Donc c'est intéressant à savoir. Et la longévité est variable. Tu sais, tu as des souris qui peuvent durer 3 ans. Puis au bout d'1 an et demi, à cause du vieillissement, ils peuvent développer des cancers. L'être humain, si par exemple il y a une espérance de vie, mettons, de 80 ans, au bout de 65 ans, le taux de cancer augmente. Pourquoi? C'est à cause de la dégradation, entre autres, des cellules. Puis ça fait en sorte que quand les cellules se dégradent, ils se reproduisent moins bien, donc il y a plus de risques d'erreurs, puis il y a plus de difficultés à corriger les erreurs, puis les erreurs peuvent donner place à des cancers. Mais ce qui peut neutraliser ça, entre autres, c'est l'autophagie, où l'organisme va dévorer les cellules qui sont dysfonctionnelles pour les éliminer à la base, plutôt qu'elles prolifèrent d'une manière anarchique pour donner place à des cancers. Mais pour ça, il faut pratiquer entre autres le jeûne. C'est une des façons, il y en a d'autres aussi, là. Mais le point, c'est que, en lien avec le frugalisme, c'est que la personne qui a un mode de vie qui est en lien avec les ancêtres lointains de l'humanité, où la personne, par exemple, va manger pas nécessairement tous les jours, elle va jeûner une fois de temps en temps. Ça va être bon pour sa santé, puis en même temps, ça va être bon pour son portefeuille parce que l'un des éléments qui coûte de plus en plus cher au fil des dernières années, c'est la nourriture, l'alimentation. Récemment, j'avais acheté un paquet de cubes de bœuf, puis c'était supposé être en format économique, puis ça a coûté 20$. Le même type de cube de bœuf dans un contenant styromousse enveloppé de plastique, il y a quelques années, c'était 15$. Avant, c'était 10$, 11$. Ça a beaucoup augmenté, entre autres la nourriture, la viande rouge. Par rapport à ça, c'est quoi le constat? Ou aller au restaurant, aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher. C'est que, dans le fond, la personne qui pratique le frugalisme avec le jeûne intermittent, non seulement elle favorise sa santé physique, mais en plus, elle favorise sa santé financière parce que l'argent qu'elle peut économiser, elle peut l'investir, puis faire croître son capital. Donc, il y a toute une chaîne derrière ça. Puis c'est sûr que ma démarche est vraiment dans l'esprit par rapport au signe astrologique du Capricorne. Donc, s'il y a des gens de type capricornien, soit du signe du Capricorne, ascendant Capricorne, où ils ont certaines planètes en Capricorne qui ont une influence sur eux, comme Saturne, peut-être que je vais en rejoindre certains d'entre eux. Le signe du Capricorne, c'est la personne qui va faire travailler, qui va travailler avec le temps. Autrement dit, dans le domaine de la finance, on dit laissez votre argent travailler tout seul, dans le sens qu'au fil du temps, si c'est des actifs de qualité, ils vont tendance à se valoriser. Si vous regardez des indices boursiers comme le SP500, le Nasdaq 100, le TSX au Canada avec les 60 plus grandes capitalisations canadiennes, c'est toutes des choses qui, dans le temps, là, prenez un horizon de 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça l'augmente. L'une des raisons, c'est que la valeur, que ce soit le dollar canadien ou américain, se dégrade, mais il y a quand même une croissance des entreprises aussi là, qui s'opère. Donc, le point, c'est de travailler avec le temps. Le temps, c'est de l'argent
quelqu'un qui est frugaliste, qui prend soin de sa santé, puis il augmente la quantité de temps qu'il peut vivre en bonne santé, ben c'est intéressant. Mais s'il peut en jouir parce qu'il y a des moyens financiers qui vont lui permettre de s'occuper intelligemment pendant cette période-là, c'est encore mieux. Donc, c'est sûr qu'être riche puis en santé, ben ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Sinon, l'engagement qui peut être fait en disant pendant une année ou toute une vie, là, tout dépendant de ce que la personne veut faire, la personne s'engage à être efficace, à optimiser son mode de vie, que ce soit dans le frugalisme ou dans d'autres choses. Il y a une satisfaction. Moi, de ce que je fais depuis un an, avec des objectifs financiers que j'ai sur le plan personnel qui sont quand même ambitieux, m'apporte une grande satisfaction. Mais derrière l'engagement par rapport à un objectif financier, c'est tout le temps de voir que derrière ça, il y a un engagement par rapport à soi, d'exercer une volonté. C'est sûr qu'il faut voir les contre-coups aussi, là, parce que quelqu'un peut dire, ben là, tu deviens rigide dans une voie, c'était dans le contrôle. Oui, il y a une dimension comme ça par rapport au frugalisme, ça c'est clair. Mais ce que je vous dirais, c'est est-ce que c'est plus intelligent dans le laisser aller et la surconsommation? C'est sûr que le frugalisme en tant qu'attitude psychologique en réaction à la société de surconsommation, si c'est une attitude psychologique, ça peut être problématique. Ça peut occasionner de la souffrance liée à une privation que la personne s'impose à elle-même en fonction d'un désir de l'ego. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant d'en parler de ça à voix haute parce que ça peut avoir ses limites puis tout est subtil. Mais moi, dans mon cas, dans mon impulsion intérieure depuis que je suis jeune, j'ai toujours le principe que la surconsommation de nos sociétés occidentales, c'est pas intelligent. Il y a beaucoup de gaspillage de nourriture qui se fait inutilement, de temps, d'énergie. Fait que, mais je vous dirais que depuis que je suis jeune, j'ai toujours une inclinaison, disons, vers le frugalisme ou l'économie radicale. Mais là, présentement, ça s'est comme confirmé dans les derniers mois. Puis là, en investissant en bourse, puis en voyant la croissance qui court, notamment là, avec le Nasdaq 100, dans lequel j'ai investi massivement, ben là, comme on dit, je trouve ça intéressant, stimulant, mais à un certain niveau de moi-même, je vous dirais, je demeure quand même détaché du résultat. Mais c'est quoi que je voulais rajouter là-dessus? Ouais, c'est que si quelqu'un fait quelque chose de s'engager dans une voie comme le frugalisme ou l'économie radicale dans l'optique d'investir en bourse et de devenir riche, il faut que la personne elle le fasse parce qu'elle en a la vibration ou elle le fait pour elle-même. Mais tout ça, c'est subtil. Parce que si la personne se ment elle-même en lien avec quelque chose, tôt ou tard, elle va être en perte d'énergie puis il va falloir qu'elle arrête son mouvement. Parce que ça va être un mouvement d'entêtement. C'est subtil tout ça. C'est pour ça que ça devient intéressant d'en parler ou d'en discuter. Mais les convictions que j'avais depuis plusieurs années au fil du temps se confirment à plusieurs niveaux. Dans le sens que dans le passé, je vous dirais des fois, j'allais pour des raisons de socialisation avec des gens au restaurant. Puis je me sentais pas nécessairement bien. Bon, peut-être les gens vont me trouver pantouflard, là. Je suis souvent bien chez moi, puis des fois j'ai l'impression que je suis mieux d'être chez moi tout seul que d'aller au restaurant avec des personnes. Parce que des fois il y a du bruit au restaurant. Puis souvent, la plupart des restaurants que j'ai été, je trouve que la nourriture est trop, soit elle est trop sucrée ou elle est trop salée. Puis après ça, quand je retourne chez moi manger des légumes, ça fait très fade, là. Il y a comme un gros contraste, là. Mais ce que je voulais en venir, entre autres, c'est que la vie humaine, normalement, c'est supposé d'être simple. Puis on est déconnecté de ça par rapport à la société de consommation, au contexte présent. C'est comme si il y a des choses que les gens prennent pour acquis, mais sont comme hypnotisés par la masse.
Moi, je regarde certaines choses, comme par exemple, quelqu'un qui va dépenser de l'argent. Si je pense entre autres à une femme qui dépense de l'argent pour s'acheter des talons hauts, c'est sûr que ça la regarde, là, c'est pas mon expérience, mais moi, je regarde ça au niveau évolutif, en lien avec mes connaissances par rapport à l'histoire, la biologie humaine, etc. Est-ce que moi, je vois ça comme les pieds ont longtemps été au sol sans support. Puis les surévaluer, ça crée un déséquilibre. Moi, je vois ça comme, OK, ça peut générer du déséquilibre postural. Des fois, la science, puis la technologie, puis les modes qu'on développe sont déconnectés de réalité biologique fondamentale. La mode des gens qui se font faire des piercings, là, il y en a beaucoup chez les jeunes, les anneaux dans le nez, les anneaux dans le nombril. Ah, c'est parce que je pense à quelque chose, là. Je me retiens un peu. Est-ce que je vais le dire? Je vais pas le dire. À un moment donné, je sais qu'il y a des gens qui vont se mettre des anneaux dans les seins, des femmes, puis même des anneaux dans le pénis. Mais là, tu sais, quand je regarde ça, moi, j'ai un problème de peau au niveau du pénis, un lichen scléreux atrophique. En passant, mon état est stable présentement. Je suis très content. Puis, suite à ce problème-là où l'urètre pouvait se boucher, j'étais obligé de m'enfoncer une tige 2 fois par jour dans le pénis. Là, j'ai pu réduire à une fois. J'ai rencontré mon urologue, j'en ai discuté même avec un médium que j'ai, puis les deux ont venu à la conclusion que je pouvais diminuer, puis là, mon état est correct, puis je suis content. C'est 2 fois moins. Mais, tu sais, je regarde des gens, bon, quelqu'un qui va se faire mettre un piercing dans le pénis, tout corps étranger peut entraîner de l'infection. Moi, je vois ça comme quelqu'un qui cherche le trouble, puis il y en a d'autres qui n'ont pas ça. Moi, je n'avais pas de piercing, puis je développais un problème de peau. Mais, bon, ça fait chacun partie de leur expérience, mais dans la nature, trouvez-moi un animal qui a des piercings. Il n'y en a pas. Des singes, des chats, des chiens, non. Biologiquement, un corps étranger est interprété par l'organisme par une menace. C'est pour ça qu'il y a des infections et des réactions. C'est comme logique. C'est un mécanisme d'autodéfense. Fait que moi, comment dire, les lois de la biologie, combinées à mon étude du frugalisme présentement, m'amènent un éclairage sur la réalité humaine que souvent on ne veut pas voir ou qui me manquait. Puis il y a des phénomènes que, dans le fond, sont normalisés présentement en société, mais c'est lié à l'hypnose de masse. Donc, puis il y a des choses qui sont pas politiquement correctes de dire à présent, là. Tu sais, c'est comme j'écoutais une entrevue de radio, puis là, il y a, dans le fond, ben c'est ça, j'écoutais, c'était un médecin qui disait d'être en surplus de poids, c'est souvent plus néfaste que sain. Donc, c'était le constat qu'il emmenait, là, parce qu'il y a des maladies associées à ça. Là, quelqu'un peut développer, comme je parlais tantôt, le diabète de type 2, etc. Puis, dans le fond, selon des recherches, la science, dans le fond, si tu prends un animal, s'il est en surplus de poids, il ne peut pas se sauver des prédateurs. Il ne peut pas courir aussi vite, ainsi de suite. C'est comme l'optimum adaptatif évolutif, c'est quelqu'un qui est dans un poids santé ou un petit peu plus maigre, mais pas en surplus. Puis il y a un paquet de problèmes de santé liés à ça. Donc ça, c'est la réalité objective. Puis au même moment, tu as des gens qui disent qu'il faut lutter contre la grossophobie, la peur des gros, puis normaliser que c'est sain d'être gros. Ben, je regrette. C'est que si les données biologiques fondamentales, que pendant des millénaires, c'est pas sain, c'est pas adapté sur le plan évolutif, ça ne sera pas nécessairement plus maintenant. C'est ça le point. Fait que là, dans le fond, en passant, ce que j'ai à dire, bon, moi j'étudie la perspective biologique fondamentale de l'être humain sur le plan historique. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Puis les gens, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, j'ai une belle-mère qui est atteinte du diabète puis qui boit à chaque jour, elle boit de la boisson gazeuse, là. Puis elle demande à ma compagne puis à moi là, d'amener des gros contenants là, mettons un paquet de 12 canettes. Là, on en amène régulièrement. C'est pas fourni que la résidence de personnes âgées. Fait que nous autres, on est pris à chavoyer sa boisson gazeuse.
je comprends que rendu à un âge avancé, un âge vénérable, dans le fond, les gens vont chercher le plaisir où ce qu'ils peuvent l'avoir, là. Donc, c'est sûr que quand les capacités physiques diminuent, à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose, mais en tout cas, je trouve ça particulier, là. C'est parce qu'il y a eu un incident récemment. Il a été voir ma belle-mère qui est dans une résidence de personnes âgées. Puis au moment de la collation, on lui propose de prendre soit un pudding à la vanille ou au chocolat, alors qu'elle est diabétique. Donc, trouvez la logique. Il me semble que quelqu'un qui est atteint du diabète de type 2, là. Donc quelqu'un qui fait du diabète de type 2, qui est lié à un problème du traitement de sucre par l'organisme, est-ce que c'est sain de l'exposer à une plus grande quantité de sucre? C'est un questionnement à avoir. Puis est-ce que c'est sain qu'une résidence de personnes âgées propose comme collation au milieu de l'après-midi alors que j'étais là en train de visiter ma belle-mère avec ma compagne, de manger un pudding? Quoique, pour être objectif et être honnête, dans les derniers jours, ma belle-mère s'alimentait pas beaucoup. Puis la nutritionniste disait, ben, ce qui va être important, c'est qu'elle mange quelque chose qu'elle aime pour qu'au moins qu'elle mange. Fait que c'était le moindre mal. Peut-être qu'en effet, parce que des fois, on parle les choses à voix haute pour, dans le fond, mieux comprendre. Peut-être que la nutritionniste a dit, donnez-y des choses sucrées, ça aime des choses sucrées, proposez ça en collation, il faut qu'elle mange, point. Parce que, dans le fond, son moral était moins bon. Fait que dans ce sens-là, peut-être que oui. D'ailleurs, on va parler de food comfort, qu'il y a quelque chose de confortable de manger sucré. Mais c'est de voir l'impact de l'alimentation sur une longue période de temps, parce que, dans le fond, avant d'être dans l'état qu'elle est présentement, ben, pendant plusieurs années, elle pouvait boire plusieurs litres de boissons gazeuses à tous les jours, là. Ma compagne me racontait qu'une période, elle buvait, dans le fond, 4 litres de boissons gazées par jour. Plusieurs fois par jour, matin, midi, soir. Ça ne l'empêchait pas de dormir, apparemment. Donc, ce qui est très calorique, ce qui est très sucré, là. Puis, quelqu'un qui est rendu avancé en âge, est-ce que la personne peut être changée puis ajustée? Ça devient plus difficile. Mais le point, c'est que si c'est possible d'avoir des saines habitudes de vie quand on est jeune, ou s'ajuster quand on en a la capacité. Donc, c'est un des points que je voulais faire, mais c'est qu'il y a des liens qui peuvent être faits entre différentes choses. Entre l'étude, par exemple, de qu'est-ce qui nous permet d'être en santé sur le plan physique, favoriser sa longévité. Puis, tant qu'à vivre longtemps, pourquoi pas vivre dans la richesse, d'où le frugalisme, qui peut nous permettre, en évitant les dépenses inutiles, de repositionner l'argent par rapport à des investissements qui nous permettent d'avoir un mode de vie intéressant, s'enrichissant. Mais mes conclusions auxquelles j'en viens souvent, là, au cours des années, c'est, en observant des gens de mon environnement, c'est toujours les mêmes constats. C'est la civilisation, à travers la publicité, à travers la restauration, ce qu'on a accès à une abondance de nourriture, c'est malsain. Notre société est malsaine. Et puis, c'est à l'individu de prendre sa santé, autant physique que financière, en main. Parce que si on attend que le gouvernement nous sauve, ben on voit qu'est-ce qui se passe avec la dérive du système de santé au Québec. Je sais que c'est la même chose dans d'autres pays, en passant, là. Puis on voit qu'est-ce qui arrive au niveau financier avec l'endettement massif des États-nations qui continue. J'entendais récemment que les États-Unis sont rendus à 38 milliards de dollars d'endettement. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que c'est probablement pas fini que la valeur du Bitcoin qui est en quantité limitée, à la différence du dollar américain, augmente. Parce qu'il va y avoir un total au maximum de 21 millions de Bitcoin qui va être émis. À la différence du dollar américain qu'on en produit en quantité incroyable là, au fil du temps et d'une manière exponentielle, ce qui diminue la valeur.
Parce que quelque chose qui vaut cher, c'est ce qui est rare. D'ailleurs, c'est la base du principe de l'économie. Donc, la rareté, trouver qu'est-ce qui est rare, qui connaît une valorisation, c'est la base de la science économique. Mais tout ça pour dire quoi? Ben, je fais mon expérience dans le frugalisme, mais en même temps, des fois, pour m'équilibrer, je regarde la polarité inverse, c'est-à-dire je vais écouter des vidéos sur YouTube de gens dans les Émirats arabes, à Dubaï, qui ont un mode de vie jet set, là, un mode de vie associé à la consommation, dans le sens que des gens vont par exemple aller dans des hôtels de luxe avec des meubles, avec des paillettes d'or, des restaurants extrêmement luxueux. Quelqu'un qui, par exemple, va au restaurant puis il va acheter une bouteille de champagne avec des feuilles d'or à l'intérieur qui va coûter au-dessus de 17 000 € pour une bouteille. Et ça, c'est juste pour commencer la soirée. Puis pendant ce temps-là, au même endroit, tu as des employés qui vont même pas gagner 600 € par mois. Fait que tu as des gens qui sont en surconsommation, puis tu en as d'autres qui sont quasiment réduits à des états d'esclaves. Puis naturellement, des employés qui proviennent de d'autres pays qui vont à Dubaï ou dans les Émirats arabes, ben, ils n'ont pas nécessairement les mêmes droits que les gens qui sont sur place, les gens locaux. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Fait que là, je regarde tout ça, toute cette joute-là sociale en lien avec la disparité des richesses. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à Dubaï, ils ont développé une industrie touristique en relation avec l'attrait qu'ils vont exercer dans le domaine du tourisme de l'ultra-luxe, pas juste du luxe, l'ultra-luxe. Puis là, il y a des gens qui ont des bateaux là, avec des yachts de luxe qui vont aller là. Des autos de luxe aussi, comme des policiers qui vont faire des patrouilles avec des Ferrari. Donc, je regarde ça. Est-ce que j'aimerais aller vivre à Dubaï? La réponse c'est non. L'air est extrêmement pollué là-bas. Mais tout ça pour dire quoi? Ben, c'est parce que je touche à un extrême dans la frugalité. Puis il y en a d'autres qui vivent un extrême dans la richesse puis la surconsommation. Fait que des fois je regarde ça pour me changer les idées. Mais le frugalisme, quelqu'un qui s'engage pour avoir atteint à travers la restriction des dépenses des objectifs financiers audacieux, puis la personne qui arrive progressivement, c'est très satisfaisant. Donc, d'avoir des objectifs comme ça, plutôt qu'être tout simplement dans l'errance dans sa vie. Ça donne un sens à la vie. Je me suis intéressé, entre autres, au fil du temps, à Viktor Frankl qui a développé la logothérapie. Logo dans le sens de logique, où la personne va faire une forme d'autothérapie en donnant un sens à sa vie, puis le sens d'une vie d'une personne, ça peut être par exemple de parvenir à l'autonomie financière, escalader le mont Everest, ou faire différentes choses qui ont un sens pour elle. Moi, ce qui a un sens pour moi, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire pour favoriser mon économie dans mon quotidien, puis mon autonomie financière. Pour l'instant, c'est ça qui fait sens pour moi. Puis au moment où je vous parle, ben, je suis dans un cycle dans ma vie d'incarnation dans la matière, là, de descente de ma conscience dans la matière, plus qu'il y a quelques années, où je regarde certaines réalités de plus en plus froidement, comme la vieillesse, la mort. Récemment, j'ai discuté avec un homme qui est atteint de diabète de type 2. Je me suis beaucoup intéressé au diabète ces derniers temps, en fait, comme maladie, entre autres, de civilisation. Et puis, bon, le monsieur, il a eu des problèmes d'alcoolisme. Il est en surpoids. Là, il boit moins d'alcool, sauf que il y a un problème de diabète de type 2. Puis, il y a un autre problème, c'est qu'il n'a pas accès à un médecin de famille. Puis, il vit au Québec. Fait que là, il est obligé de courir après le guichet santé pour essayer d'avoir une ressource, puis c'est pas évident. Mais ce que je vois, c'est quoi? C'est que, puis le monsieur, il n'est pas nécessairement riche, là, c'est pas un millionnaire excentrique. C'est qu'il y a un paquet de cercles vicieux qui peut s'établir dans la vie de personnes.
la personne est prise avec des problèmes de santé qui peuvent, dans le fond, faire en sorte que elle a moins d'énergie, par exemple, pour travailler, que les problèmes de santé vont lui occasionner des dépenses régulièrement, puis ça va être plus difficile pour, dans le fond, elle d'épargner. Puis si la personne a combiné ça avec un problème d'alcoolisme, ben, qui génère des problèmes de santé, justement, parce que ça use prématurément le corps physique, puis la personne s'endette parce qu'elle n'est pas dans le frugalisme et dans la surconsommation. Si on met un paquet de variables comme ça, la personne, ça joue en sa défaveur, puis elle s'enlise dans quelque chose de malsain. Plus la personne est pauvre puis endettée, moins elle peut s'en sortir, moins elle a l'argent pour se payer des bonnes ressources en santé, avoir accès au privé, puis elle peut plus difficilement prendre le dessus sur sa situation. Ce qui fait en sorte que c'est un cercle vicieux. Quelqu'un qui s'appauvrit parce qu'il a un problème d'alcoolisme, puis après ça, il développe le diabète de type 2, puis il est pris avec ça jusqu'au moment de sa mort. Ben là, advenant le cas, là, c'est sûr que je regardais sur Internet des vidéos qui disaient que si la personne change par rapport au diabète de type 2 radicalement l'alimentation, puis elle coupe dans le sucre, mais c'est des trucs très radicaux, avec un régime très strict puis sévère, il peut avoir un certain niveau, un renversement de situation. Mais tout ça, ça reste à étudier, à vérifier. Ne me croyez pas sur parole. En fait, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Mais ce qui m'intéresse, c'est regarder les conséquences des actions dans le temps, au fil du temps. C'est très capricornien là, comme perspective. Là, on s'entend. Là, il y a des gens qui sont plus court terme, qui ne veulent rien savoir. Moi, ce qui m'intéresse quand j'étudie quelque chose, c'est regarder sur du long terme. Dans le domaine de l'investissement, à la base, ça me dit que j'étais plus un investisseur à long terme qu'un day trader. À un moment donné, j'ai dit non, je suis capable de faire du day trading. J'ai fait quelques petites expériences, puis oui, j'ai fait un petit peu d'argent avec ça, mais je vous dirais que ma vibration de fond, parce que quelqu'un qui fait une transaction sur une journée du day trading versus tu mets de l'argent sur une certaine période de temps, mon mouvement de fond, je suis plus investisseur long terme que day trader. Parce que dans le domaine de la bourse, il y a comme deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vont faire du day trading, ne veulent jamais laisser de l'argent sur la bourse, comme ça, et ils vont sortir le plus rapidement possible l'argent, puis ils laissent l'argent quelques minutes à peine ou quelques heures investi, puis ils sortent tout de suite, comme si c'était une malédiction, là, tu sais. Tandis que l'investisseur long terme, au contraire, plus que l'argent est investi longtemps, plus qu'il part du principe que ça a la tendance à augmenter, en lien avec la dynamique perverse de notre système économique, où les Américains, entre autres, s'endettent massivement de plus en plus avec le temps, et ça, peu importe là, qui est le président des États-Unis, que ce soit Obama, que ce soit Donald Trump, Jimmy Carter, ou peu importe, là. Mais non, c'est la même chose qui se poursuit, en fait, depuis le moment où le dollar américain ne repose plus sur l'or, donc depuis 1970 environ, là, au début des années 1970, où le dollar américain n'est plus adossé à l'étalon or, là. Donc, puis moi, il y a des gens qui disent « Ah, à un moment donné, ça va s'écrouler. » Mais vous voyez, ça fait au-dessus de 50 ans, puis il s'écroule pas. Le système qui est pourri, puis où vous voyez la courbe de l'endettement augmente de plus en plus. Vous mettez en parallèle le graphique de la valeur de l'or, du SP500. C'est drôle, eux autres aussi augmentent de plus en plus. Donc, l'endettement est incroyable parce qu'elle permet une croissance de la valeur de certains actifs dans le domaine de l'immobilier aux États-Unis. Ça augmente de plus en plus depuis les années 1970. Tout augmente de plus en plus. Donc, ça devient intéressant à étudier comme phénomène. Bon, c'est quoi que je voulais dire? J'ai perdu un petit peu le fil de mon idée. Mais c'est que il y a des gens qui se rebellent là, contre la société de consommation, puis au lieu de surconsommer, ils tombent dans l'autre extrême, le frugalisme. Si c'est une rébellion psychologique et non pas en lien avec une mise en vibration de la personne ou un mode de vie par essence, ça ne durera pas à long terme. Moi, dans mon essence, en tant que personne, je vous dirais que je suis plus frugaliste depuis mon enfance. Là, j'en ai
un vécu plus radical en ligne des objectifs personnels des derniers mois. Peut-être qu'après ça, je vais consommer un petit peu plus, mais j'ai pas cette polarité-là d'être dans la surconsommation. Puis je crois pas que c'est sain. Puis je crois que ça nuit à la santé et à la longévité à long terme. D'ailleurs, quelqu'un qui va tout le temps manger au restaurant, dans des fast-foods, quelqu'un qui mange trop de nourriture, c'est pas compliqué, ça use le corps prématurément. Que ce soit de l'alcool, que ce soit des choses qui sont, dans le fond, trop salées. Bon, s'il y a trop de sel, ben ça peut mener à l'hypertension. Trop de sucre, diabète, comme mentionné précédemment. Trop de gras, problème de cholestérol. En fait, un des éléments aussi que je voulais aborder dans l'enregistrement, c'est que il y a des lois de la vie au niveau de la biologie, puis si elles ne sont pas respectées, ça amène l'être concerné dans un état de déchéance. Puis pour les comprendre, les lois de la vie, ben il faut se détourner de l'hypnose de masse, puis étudier sur le plan historique la condition biologique de nos ancêtres, dans quel type d'environnement qu'ils vivaient. Moi, je considère que je suis un être dénaturé. Au moment où je vous parle, j'ai 44 ans, je vis au Québec, dans un endroit qui est froid, où l'hiver peut faire moins 30 degrés Celsius. Au moment où je vous parle, c'est au mois de novembre. Et là, il y a de la neige au sol. Et on se dirige vers l'hiver. Bon, ben, l'hiver qui est rigoureux, qui est froid, c'est pas un mode de vie qui est adapté par rapport à ma biologie sur le plan physique. Donc, je considère que je suis dans un milieu qui est dénaturé. Le milieu qui serait plus adapté à moi, c'est un milieu où la température est plus chaude, où on n'a pas besoin de compenser en utilisant la technologie comme l'électricité pour se chauffer. En fait, l'être humain, ce qui est intéressant, parce que je m'intéresse à des historiens, entre autres comme Yuval Noah Harari, qui a étudié l'évolution de l'être humain là, au fil des millénaires, c'est qu'on crée des inventions qui, dans certains cas, vont créer des déséquilibres qui vont amener à la création de d'autres inventions. Donc, on a créé une technologie, des inventions qui nous ont permis, entre autres, avec l'ère industrielle, d'avoir accès à la nourriture bon marché, à du sucre en grande quantité. Ça a créé des épidémies d'obésité dans les pays occidentaux, donc des gens obèses en grande quantité. Et puis, pour compenser, ben là, on voit que le domaine pharmaceutique a créé des inventions. Prenons par exemple l'Ozempic, qu'on a entendu beaucoup parler au fil des ans. Au début, ben, c'était vu comme la solution miracle pour traiter les gens qui sont atteints de surpoids, de diabète, etc. Et les gens qui prennent ça peuvent maigrir en effet d'une manière importante. Sauf que bien, ça peut générer des effets secondaires. Fait que des fois, on crée des solutions pour régler des problèmes, mais qui vont engendrer d'autres problèmes. Moi, je m'intéresse présentement, c'est très capricornien, là, parce que c'est souvent... Je suis vraiment dans la dynamique du Capricorne, là. Le Capricorne, c'est le signe de retraite qui a composé avec la longévité, le passage du temps, la vieillesse, la sagesse, les prises de conscience liées à la vieillesse. Puis je suis beaucoup dans l'étude de tout ça présentement. Puis là, je regarde un petit peu par rapport à mon beau-père qui est atteint de la maladie du Parkinson, bon, qui amène des tremblements par rapport à son corps, notamment les mains. Donc, il va prendre la médication pour diminuer les symptômes de Parkinson. Sauf que le problème, c'est que la médication peut l'amener à faire de la basse pression. Puis si la basse pression est trop importante, ben, dans le fond, tomber au sol, ce qui est arrivé. Fait que là, c'est tout le temps de voir c'est quoi le moindre mal. Est-ce que c'est les tremblements ou la possibilité qu'il tombe au sol puis qu'il se fracture le crâne? Donc, puis là, la science, au niveau, je m'intéresse entre autres à la gérontologie, elle se développe à un certain niveau pour composer avec la vieillesse et la dégénérescence humaine. Sauf que si le médicament a pour effet secondaire d'amener de la basse pression, puis amener des risques de chute accrus chez la personne,
puis qu'elle se blesse, c'est de voir si c'est pas mieux que tout simplement qu'elle se mette à trembler, mais là, c'est pas évident. Là, j'étudie, c'est sûr, la vieillesse humaine puis tous les cercles vicieux là, qui s'y rapportent, là, dans le sens que quelqu'un qui est atteint du Parkinson, ben, au fil du temps, il peut avoir de la difficulté à avaler. Il faut que la nourriture soit en petits morceaux. Là, je suis en contact avec une personne que, dans le fond, son père est atteint aussi du Parkinson, puis son père est atteint, moi, c'est mon beau-père du Parkinson, puis c'est ça, rendu à un certain stage, la personne, elle mange plus en petits morceaux, elle peut manger solide, elle peut manger elle peut boire du liquide, mais éventuellement, elle avale plus. Mais là, c'est une personne qui est rendue à 98 ans, là. On s'entend qu'elle a fait un bon bout de fête sur la Terre, là. Fait que là, c'est que quelqu'un part du solide vers de la nourriture en petits morceaux, vers du liquide, puis à un moment donné, il n'est plus capable d'absorber de la nourriture. Fait que j'étudie la dégradation humaine, la déchéance. C'est sûr qu'il y a des gens que j'ai connus qui vieillissent dans le temps. C'est pas nécessairement agréable, là. Tu sais, j'ai le souvenir de mon beau-père quand que j'allais chez lui avec ma compagne. Tu sais, il parlait pas mal, là, il parle moins. Il y a moins d'énergie, ça paraît. Il fait de l'insuffisance cardiaque aussi. Puis là, présentement, en même temps, ben, j'étudie sur Internet les gens de la Silicon Valley, entre autres, là, qui cherchent à soit diminuer la vieillesse ou atténuer les signes de la vieillesse ou retarder la vieillesse ou éventuellement rendre l'homme immortel sur le plan biologique, entre autres à travers de la thérapie génique. Il y a des gens comme le philosophe Luc Ferry qui a fait des vidéos où il a fait une réflexion philosophique par rapport à la question est-ce que l'être humain c'est une bonne chose ou non qu'il soit transhumaniste. Fait que c'est sûr que je regarde différentes perspectives par rapport à ça. Ce que je vous dirais, c'est que présentement, je suis plus dans l'intérêt de la longévité que d'être humain manipulé sur le plan génétique, là. Surtout qu'il y a beaucoup de choses que c'est pas clair qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Il y a des gens qui peuvent être cobayes par rapport à des thérapies géniques présentement, mais avant que ça soit adapté pour améliorer leur génétique, sur des échantillons, améliorer la génétique sur des échantillons de masse humaine importante, ça peut peut-être prendre 30 ans, là, avant d'avoir des résultats au niveau scientifique qui sont clairs, reproductibles, sur l'impact, par exemple, de certaines substances. Ça va être long. Surtout sur la longévité, ben là, c'est de voir à quel point l'être peut vivre plus longtemps. C'est sûr que j'écoutais un scientifique expliquer que, bon, ils peuvent prendre un ver de terre, que sa durée de vie, c'est à peu près un ver, en fait, sa durée de vie est à peu près d'1 mois. Puis en le modifiant génétiquement, tu peux le faire durer 2 mois. Tu augmentes de 2 fois sa durée de vie. Fait que l'idée, ça serait de voir qu'est-ce qui peut être reproductible des êtres humains. Mais en même temps, c'est de voir est-ce que c'est souhaitable. Puis vivre longtemps pour faire plus longtemps pour faire quoi? Ça, c'est une autre question. C'est une question qui se pose autant plus dans la période actuelle avec le développement de l'intelligence artificielle. Parce que l'un des enjeux, parce que j'écoutais un enregistrement récemment d'Olivier Babot, qui a écrit un livre avec Laurent Alexandre en lien avec l'intelligence artificielle, puis il parlait d'arrêter de faire des études. Mais lui, il parle, entre autres, parce qu'il a écrit d'autres livres, que l'intelligence artificielle, en fait, faisait référence à un autre livre, c'est que ça nous amène à être plus paresseux. Puis là, ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, quelqu'un qui a accès à l'intelligence artificielle, la société, les employés sont remplacés par elle, ben qu'est-ce qu'elle va faire de son temps? Puis la personne qui devient immortelle à travers la thérapie génique a la même question à se poser. Comment elle va occuper son temps? Parce que ça va être un problème de demain, là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très occupés, très débordés par rapport au travail, la vie avec les enfants, les déplacements en voiture pour se rendre au travail ou en autobus ou etc. Mais demain,
si on tombe dans une société où il y a un revenu universel qui est mis en place pour compenser le fait que la grande quantité de pertes d'emploi liées au remplacement par l'intelligence artificielle, ça va être de comment on occupe son temps. Puis le faire avec intelligence, puis avec une compréhension aussi des lois biologiques fondamentales. Parce que parvenir à l'autonomie financière, ça peut être intéressant, mais si la personne y arrive, puis elle passe ses journées à rien foutre, ça ne donnera pas nécessairement par la suite un sens à sa vie d'être autonome financièrement. Ça prend des choses significatives qui font sens dans la vie de la personne. Bon, c'est sûr, j'écoutais la vidéo de Jean-Sébastien Pilote du mouvement FIRE qui mentionnait qu'il était aidant naturel. Bon, venir en aide d'une autre personne sur le plan humain, déjà quelque chose qui fait plus sens que de passer sa journée à écouter la TV en pyjama chez soi, là. Mais c'est en fonction de chacun. Puis la question du sens va se poser de plus en plus la minute que, lorsque, en fait, les êtres humains vont être remplacés de plus en plus par l'intelligence artificielle ou avoir accès à l'autonomie financière, à savoir qu'est-ce que la personne fait du temps de libre, mais c'est important de comprendre les lois biologiques parce que au niveau de la biologie, le corps physique s'est développé dans un contexte de rareté. Puis d'entretenir puis de maintenir une grande quantité musculaire par rapport à un être humain, c'est très énergivore. Ça demande beaucoup d'énergie. Les muscles au repos. Puis l'économie que peut faire l'organisme, c'est tout simplement d'arrêter de nourrir ça. Donc, si quelqu'un ne s'entraîne pas physiquement et n'utilise pas les muscles, naturellement, les muscles vont s'atrophier. Ça sert à économiser de l'énergie en partant du principe que sur le plan historique, c'est une stratégie gagnante de réduire les dépenses inutiles de l'organisme, ce qui fait que l'être humain peut avoir tendance naturellement, en plus d'aimer le sucre, mais d'être paresseux sur le plan physique. Pourquoi? Parce que ça diminue la quantité d'énergie qui est mobilisée par l'action. Puis dans un contexte de rareté, c'est très adapté. Donc, avoir une masse musculaire qui décroît lorsqu'on n'utilise pas les muscles, c'est très économe. Sur le plan biologique, dans un contexte de rareté de calories, où le sucre n'était pas aussi abondant qu'aujourd'hui, c'est un comportement très adapté. Sauf que dans le contexte présent, c'est pas nécessairement ajusté. La même chose pour l'utilisation du cerveau. Utiliser un cerveau, ça consomme beaucoup de l'énergie par rapport aux calories qui peuvent être absorbées dans la nourriture. C'est le même principe. Utiliser le corps physique ou utiliser le cerveau, puis là, pour rester en santé, puis avec un cerveau qui est efficace, puis un corps qui est capable de soulever des poids, qui est capable de se lever d'une chaise, ben il faut bouger, il faut dépenser des calories, puis il faut sortir de l'inertie. Mais au niveau de l'optimum adaptatif, à un certain niveau, ben, c'est de dépenser le moins d'énergie possible. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que dépenser moins d'énergie au niveau physique ou intellectuel pour économiser l'énergie qui était quelque chose de rare. Mais il faut lutter contre des tendances qu'on peut avoir, comme par exemple aimer le sucre, en pratiquant le jeûne intermittent, entre autres, ou en n'en mangeant pas, ou en réduisant. C'est sûr que c'est impopulaire. Je pensais entre autres à une personne qui m'avait parlé de la nutritionniste Isabelle Huot, nutritionniste québécoise qui aurait déclaré lors d'une conférence qu'elle donnait devant le public qu'il ne fallait pas manger de dessert. Puis là, les gens ont beaucoup protesté. Puis là, finalement, il a fallu qu'elle se réajuste en disant oui, vous pouvez manger un petit peu de dessert, mais pas tous les jours. Mais dans la vérité, à la base, c'est que c'était pas de manger de dessert, mais là, c'est très austère. C'est sûr que ça risque pas d'être populaire, là. Donc, les gens, ça fait pas plaisir à beaucoup de monde de se faire dire que le mode de vie qui est le plus simple pour vous, c'est que vous mangez zéro dessert, zéro puis une barre. On est tellement accoutumé au sucre en Occident, c'est tellement tranchant par rapport au discours présent, puis la société de surconsommation, puis les grosses assiettes remplies de nourriture. Mais quand j'étais jeune, j'allais aux États-Unis, là, c'était encore plus marquant, là, c'était un choc culturel, là. J'ai des souvenirs, j'allais au Larcher Beach avec mes parents, dans l'État du Maine, et puis
Ce qui était surprenant, c'est qu'on allait entre autres là-bas, on louait un hôtel avec... dans le fond, il y avait ce qu'on appelle une cuisinette, là, où on pouvait se faire à manger pour économiser des frais au lieu d'aller tout le temps au restaurant manger pendant la période là, de quelques jours qu'on était en voyage. Et puis, en faisant l'épicerie au supermarché aux États-Unis, on rentrait dans le supermarché et la première chose qu'il y avait, c'était naturellement les beignes. Il y avait des beaux beignes frais. C'était pas les fruits et les légumes. Non, non. Les beignes qui nous accueillaient à l'entrée du supermarché. Tandis qu'au Québec, ce que je vois, c'est que souvent les fruits et légumes vont être quand on arrive dans les premiers rayons du supermarché. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais aux États-Unis, là, il y avait des grosses portions de frites, les liqueurs, là, des 2 litres de liqueurs, là. Des gros contenants là, de liqueurs, puis quand on allait au restaurant, les formats étaient très gros. La nourriture était abondante. Puis, ben, c'est sûr que mon souvenir aussi, c'est que le nombre de personnes obèses au kilomètre carré était plus important qu'au Québec, là. Mais ça fait partie de leur expérience, là. En fait, mon propos, c'est que c'est sûr que cette alimentation, ça favorise pas nécessairement d'être, disons, dans un état de santé optimal par rapport au corps physique, là. Ça favorisera pas la minceur, disons. Mais c'est ça, je voyais du monde qui mangeait mal, qui était comme apathique. Tu sais, comment dire... je me rappelle sur la plage, là... ouais. En tout cas, c'est... Mais bon, il faut pas que je sois méprisant non plus, là. Non, faut pas que je sois méprisant, mais j'ai l'impression que c'était comme malsain, comme environnement au milieu, là, honnêtement, là. Euh, Peut-être que là, aujourd'hui, on est en 2025, peut-être que les choses ont changé aux États-Unis, là, à l'Orchard Beach, au Maine, pis ces choses-là. Je sais pas. Mais lorsque j'y avais été, là, c'est ça, c'est que c'était trop des grosses quantités pour rien. C'était plus qu'au Québec, au restaurant. Ça, c'était un choc culturel que j'ai vécu. Euh, Puis c'est ça, toutes les affaires sucrées, puis... en tout cas, c'est comme ça. Ben, c'est parce que je regarde ça, puis je pense à plusieurs choses. Sachant qu'aux États-Unis, les soins de santé sont pas comme au Canada ou en France, là, que c'est l'État qui s'en occupe. Non, non. Quelqu'un qui va à l'hôpital, il faut qu'il paye de sa poche ou il y a une assurance privée. C'est tout. Fait que c'est sûr que c'est une responsabilité individuelle. C'est un peu comme aux États-Unis. Je me rappelle, on était en auto. On prenait là-bas l'autoroute, le Turnpike, là, la 95. C'est une autoroute. Puis là, admettons, tu peux voir quelqu'un qui était en moto, torse nu. Il n'y avait pas de veste en cuir. Il n'y avait pas de casque non plus de moto sur sa tête. Mais si cette personne-là fait un accident avec sa moto, ben, c'est lui qui paye la poche de son, dans le fond, ou son assurance qui va payer pour qu'il aille à l'hôpital. Si l'assurance accepte de le payer, là, parce que moi je trouverais que c'est un comportement à risque, faire de la moto l'été, c'est sûr que quand il fait chaud, c'est peut-être plus agréable, torse nu sans casque. Au Québec, ça serait impensable. Impensable parce que il y a des règlements très stricts par rapport aux motobolistes, un peu comme en France, là, sont très sur la réglementation. Puis l'hôpital, il est public. Fait que ça fait en sorte qu'il y a comme une pression pour que la personne se blesse à un certain niveau. Tandis qu'aux États-Unis, c'est la liberté individuelle, la liberté de connaître, le commerce, la liberté d'entreprise. C'est très différent comme mentalité là, qu'on a au Québec ou en France ou dans certains pays occidentaux autres, là, plus socialistes ou à gauche. Mais l'économie au fil du temps américaine a été florissante. Je ris parce que je dis florissante, mais c'est une pseudo-croissance. C'est lié sur l'endettement depuis 1970 à peu près, là. Puis la dévaluation du dollar américain, puis d'inonder les marchés de dollars de devises US, mais ça a fonctionné pour eux.
Souvent, je m'amuse à mettre les gens de mon environnement au défi. Trouvez-moi une économie autre que celle américaine. Si vous pensez aux Français avec le 440 en termes d'indice boursier pour surperformer le SP500 ou le Nasdaq 100, on oublie ça. Non, il n'y a pas d'autre économie que l'économie américaine qui a connu une aussi grande croissance au cours de près des 50 dernières années. Il y a plusieurs raisons par rapport à ça. B, c'est une puissance qui est là. Moi, je continue d'investir par rapport à eux. Ça m'appartient. Je ne dis pas aux gens quoi faire, mais c'est ça que je constate. Mais je vais compléter la capsule parce que là, je vois que je m'égare. Puis là, ça fait au-dessus d'une heure que je parle. J'aime ça parler. Mais c'est que, bon, bref, quelqu'un qui va dans une voie comme le frugalisme, en fait, il ne devrait pas aller dans une voie en disant, ben, je vais faire ça parce que c'est à la mode, mais c'est parce qu'il suit tout simplement son impulsion interne. Puis il ne se laisse pas décentrer par la société. Moi, ma voie, c'est ça, d'une manière intensive présentement. Je verrai en 2026, mais je vois que ça paye, ça donne des résultats. Économiser, investir, ça porte fruit, puis la croissance économique est exponentielle. Tu as des gens qui sont de plus en plus pauvres parce qu'ils sont endettés, puis plus qu'ils ont des dettes, plus qu'ils sont moins solvables, plus qu'ils empruntent à des taux d'intérêt qui sont élevés, qui font en sorte qu'ils sont de plus en plus endettés. Quelqu'un qui ne peut pas emprunter à du 3%, 7%, ben il va peut-être emprunter à du 19%, à du 30%. Mais là, ça devient de plus en plus difficile à s'en sortir, surtout que les intérêts sont cumulatifs. Tandis que quelqu'un qui est riche, il peut prendre des placements au début qui sont peut-être plus sécuritaires à 3, 7%, à un moment donné, c'est 30%, et ainsi de suite. Là, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment penser comme quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche, il voit l'argent comme un outil d'investissement qui va lui rapporter encore plus. Quelqu'un qui est pauvre dans sa mentalité, ben, il va consommer ou surconsommer en étant soumis aux dictées puis à l'hypnose de masse de la société de surconsommation. Si dans un bulletin de nouvelles, il entend une publicité qui lui dit d'acheter telle chose, ben, il va l'acheter. Si on lui dit que, d'ici 2035, il faut vous acheter une auto électrique, il va dépenser de l'argent par rapport à ça. Puis là, finalement, le gouvernement au Québec, là, c'est plus sûr qu'en 2035, ça va être simple, ça va être juste des autos neuves qui vont être vendues de type électrique. Ça se peut que finalement, le règlement ne se concrétisera pas. Mais pendant ce temps-là, les gens qui ont cru que c'était réel, dans certains cas, ça se peut qu'il y ait des gens qui, à la base, voulaient avoir des autos à essence puis ont acheté électrique à la place, puis ont dépensé plusieurs milliers de dollars de plus pour rien. Moi, la vision que j'ai par rapport à ça, c'est que présentement, j'ai une auto que j'ai achetée usagée à essence, puis ma prochaine auto, je vise à l'acheter usagée aussi. Pourquoi? Probablement à essence aussi, parce que ça coûte moins cher, tout simplement. Puis une auto usagée, dans les premiers mois ou années, elle peut se dévaluer entre un quart de la valeur ou un tiers de la valeur. Là. Ça se dévalue assez rapidement un véhicule automobile. Donc, c'est de prendre en considération ces lois-là de dégradation. Mais c'est ça, la société, elle va où ce qu'elle va, puis moi, je m'occupe d'aller où ce que j'ai à aller. C'est ainsi. Puis j'observe tout ça. Puis, chacun vit ses choses. Des fois, on peut vouloir changer la société, changer le monde avec un plus grand souci de justice sociale, mais le point, c'est que on peut dépenser beaucoup d'énergie aussi par rapport à ça. Moi, je suis pas d'accord à la façon que la société est gérée, les gouvernements gouvernent. Qu'est-ce qui se passe sur le plan politique, au niveau électoral, que ce soit provincial, municipal, aux élections fédérales. Je suis pas d'accord avec grand-chose. Mais je perds pas trop d'énergie en lien avec ça. Des fois, j'en fais allusion un peu dans mes enregistrements, mais c'est pas mon objectif principal. Mon objectif, c'est tout simplement d'intégrer ma vie en adéquation avec moi-même, avec justice. Bon, là, c'est vrai, je vais arrêter faire l'enregistrement.
Et, ben écoutez, pour les gens qui se sont rendus jusqu'à ce moment-ci de mon enregistrement, ben je vous remercie de votre écoute. Et puis, pour ce qui est des gens qui sont dans le frugalisme, eh bien, je vous salue en particulier. Et sinon, ben, je dis à bientôt à tout le monde. Au revoir.